Elisabeth, merci aussi de m'avoir invité régulièrement. Toujours très très heureux de venir dans le sud de la France et en particulier ici à Port-Vent. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est pas vous donner une présentation scientifique per se, mais plutôt parler un petit peu de l'histoire de la recherche. Et je le fais parce que je pense que l'approche historique est toujours très utile pour finalement, d'une part, comprendre la science elle-même, comprendre comment les concepts sont nés, comment ils se sont développés, mais plus fondamentalement, et un peu comme le disait Jean Jouzel il y a quelques instants, quelle est la démarche scientifique? Qu'est-ce que la démarche scientifique? Qu'est-ce que la recherche d'une vérité qui, quand on parle de vérité scientifique, n'est pas une vérité absolue, dans la mesure où elle est toujours soumise à la critique, à la possibilité d'évoluer, et la connaissance, disons, du XVe siècle n'était pas la même que celle que nous avons aujourd'hui, et celle du XXIe ou du XXIIIe siècle sera de nouveau vraisemblablement différente. Alors, vous avez vu mes deux affiliations. Je voudrais dire un mot sur la seconde affiliation, qui est le Centre national de recherche atmosphérique à Boulder, dans le Colorado. Cette institution qui a près de 70 ans, qui regroupe un millier de chercheurs, techniciens et autres membres du personnel, est aujourd'hui en grand danger de survie. Les perspectives budgétaires sont une réduction de près de la moitié du budget sous l'effet de l'administration actuelle des États-Unis. Et donc, la possibilité qu'une de ces institutions, qui a été à la base de la construction, du développement des modèles climatiques avec d'autres comme le GFDL, tout aussi mal en point à Princeton, c'est une véritable tragédie pour la science américaine, mais plus généralement pour la connaissance et le progrès scientifique dans le monde. Donc, je voudrais vous dire que la situation est sérieuse. Elle est sérieuse parce qu'on s'en prend directement à la méthode scientifique, comme l'a dit Jean Jouzel tout à l'heure. Alors, disons un mot du climat et de la recherche. Ceux qui s'intéressent au climat du passé nous ont apporté beaucoup d'informations sur la manière dont le climat a évolué. Je vous montre ici une estimation de la température moyenne de la Terre depuis 500 000 ans. Depuis, 500 millions d'années, avec des variations, certes, parfois importantes, et l'existence de périodes de glaciation, de périodes beaucoup plus chaudes, mais en réalité, une Terre qui a, tout au cours de son histoire, joué un rôle thermostatique qui nous a permis finalement de se développer dans différentes phases, différentes époques, avec des températures finalement qui n'ont pas varié de manière drastique. Si vous regardez à l'extrême droite là-bas du graphique, vous voyez l'évolution de la température au cours des 10 dernières mille années, donc depuis la dernière période glaciaire. Vous voyez aussi l'évolution depuis 2000 ans, où la température n'a pas varié fortement. D'ailleurs, si nous regardons plus particulièrement ce qui s'est passé depuis 2000 ans, partant de la gauche vers la droite, nous voyons qu'il y a bien eu, à un moment donné, pendant la période médiévale, un certain réchauffement, mais de 0,3 degrés, de 0,4 degrés peut-être, et puis une période plus froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, avec une réduction de l'ordre de 0,3 degrés. Je donne ces chiffres parce qu'ils vous donnent une espèce de référence pour ce qu'ont été les variations naturelles du climat. Nous parlons de variations qui sont inférieures à 1 degré. Et puis nous arrivons à l'époque récente, au départ du 19e siècle, la révolution industrielle, et voilà que la température augmente, et sur ce graphique, on parle d'un réchauffement en 2000, dans les années 2000, de l'ordre de 1,3 degré. Nous savons aujourd'hui que nous avons dépassé 1,5 degré. C'est donc une exception sur une longue période de temps.
Voilà le petit âge glaciaire qui a été représenté sur beaucoup de peintures. Il y a eu aussi des événements importants parce qu'on se soucie du climat depuis longtemps. Et par exemple, ici en France, en 1821, sous le règne de Louis XVIII, qui était court, mais le ministre de l'Intérieur avait organisé une enquête sur ce qu'il considérait comme étant un refroidissement qui s'était effectivement produit depuis quelques années et qui était plutôt un événement de variabilité climatique, mais le ministre s'adresse au préfet des régions, dit que depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissement sensible de l'atmosphère et il demande au département en particulier de répondre. L'enquête n'apporte finalement aucune information décisive. On sait aujourd'hui que c'est vraisemblablement ce refroidissement qu'on a observé pendant quelques années en Europe est vraisemblablement la conséquence d'une éruption volcanique très importante, celle du Tambora, qui s'est produite en 1815 et qui nous montre aujourd'hui l'importance évidemment des variations qui sont dues à des phénomènes naturels, mais qui montre aussi que l'injection dans l'atmosphère de particules peut conduire à un refroidissement de la planète qui se produit pendant quelques années. Mais c'est évidemment de toute autre chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est essentiellement des conséquences de l'effet de serre. Alors, comment a-t-on découvert l'effet de serre? Eh bien, il faut se reporter à une période à la fin du XVIIIe siècle, quand le Suisse, Genève, en fait, Horace Bénédict de Saussure, que vous voyez ici, décide de gravir le Mont Blanc. Il échoue plusieurs fois et finalement, avec 18 guides de montagne, il arrive à monter très haut sur le Mont Blanc et il emporte avec lui ce qu'on appelle aujourd'hui un héliothermomètre, c'est-à-dire une caisse qui est constituée de liège à l'intérieur et dans laquelle on a placé 3 vitres que vous voyez représentées ici. On mesure la température de l'air à l'intérieur de ces enceintes entre les vitres et ce qui apparaît, c'est que la température la plus élevée est celle de la cavité inférieure, c'est-à-dire là où la radiation du soleil qui a traversé les vitres a été emprisonnée et a réchauffé l'air qui se trouve là. L'interprétation n'est pas évidente. Il faudra attendre Fourier qui écrit en 1824 un article pour essayer d'interpréter ces mesures de Bénédicte de Saussure. Et il écrit, c'est ainsi que la température, donc en fait, il parle de la température en dessous dans la boîte, dans la cavité inférieure, mais il transpose cela à l'atmosphère. Il dit, c'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air lorsqu'elle est à l'état de lumière, c'est-à-dire la chaleur solaire, la radiation solaire, qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en ce qu'il appelle la chaleur obscure, c'est-à-dire en fait le rayonnement invisible que l'on appelle le rayonnement infrarouge. Et donc, il dit clairement, la lumière solaire passe à travers les vitres, et la lumière obscure qui est renvoyée vers l'espace est-elle emprisonnée par les vitres? C'est ce qui se passe dans l'atmosphère et c'est ainsi qu'arrive le concept de cette radiation qui est conservée dans le système terrestre. On ne parle pas encore d'effet de serre à ce moment-là. Il faut dire que un peu plus tard, une femme, Eunice Newton-Foote, arrive à peu près aux mêmes conclusions aux États-Unis. Elle fait, elle, des mesures au laboratoire et elle met différents gaz dans les enceintes et constate que l'effet
le plus intense de réchauffement est présent lorsque l'on met comme gaz du gaz carbonique, du CO2, et elle ajoute une atmosphère contenant ce gaz donnerait à notre Terre une température élevée. Nous sommes maintenant en 1856. Elle doit faire une présentation à un congrès, mais comme elle est femme, elle n'est pas vraiment autorisée à parler devant une audience. Elle demande dès lors au président de séance de lire sa présentation scientifique, ce qu'il fait, et elle est là au premier rang à écouter ce scientifique qui présente ses résultats. Vous voyez que les choses ont été très dures pour les femmes à ce moment-là. Elle est d'ailleurs devenue une féministe aux États-Unis qui a travaillé à la libération des femmes qui ont pu avoir davantage accès à la communication scientifique. Donc, ce CO2 qui est dans l'atmosphère joue un rôle important, mais déjà en 1599, le médecin von Helmont, qui est en fait un Bruxellois ou de la périphérie bruxelloise, constate que la combustion de 62 livres de charbon produit en fait 1 livre de cendre. Et il se pose la question, mais où va la différence? Eh bien, la différence doit avoir été transformée en une matière qu'il appelle subtile, une sorte de spiritus sylvestris, un esprit sylvestre, qu'il décrit par le mot flamand geest, qui veut dire esprit. Il s'agit du CO2 et probablement l'origine du mot gaz, dont personne ne connaît vraiment cette origine, viendrait de ce concept d'esprit qui a été introduit par Van Helmont. Il y a d'autres personnes qui pensent que le mot gaz viendrait du mot chaos. C'est un problème qui est débattu toujours parmi les spécialistes. Mais à cette époque, Van Helmont, qui est considéré comme un esprit rebelle parce qu'il remet en cause la vision de l'époque, il est considéré comme arrogant, comme trop proche des protestants. Il est accusé par l'Inquisition et il est condamné à résidence jusqu'en 1634. Tous ses écrits ont été brûlés, détruits, et son travail a été un peu perdu, mais maintenant on l'a retrouvé. Donc déjà, ce concept de gaz émis par la combustion, c'est-à-dire le CO2, qui ne portait pas ce nom évidemment, date de l'époque. Et l'idée a été redécouverte en 1756 par le chimiste, le physicien Joseph Black, qui lui effectuait des laboratoires. Donc on connaît le problème du CO2 depuis longtemps. En 1859, le chimiste irlandais Tyndall mesure au laboratoire les propriétés d'absorption de ce gaz. Il mesure aussi les propriétés d'absorption de la vapeur d'eau et qui absorbe ce que Fourier appelle la chaleur obscure. Et donc, tous les éléments sont bien établis. Le CO2 est présent dans l'atmosphère, il résulte de la combustion, il absorbe la chaleur obscure qu'on appellera plus tard le rayonnement infrarouge et donc doit conduire à un réchauffement de la planète. D'ailleurs, John Tyndall l'écrit, la portée de cette expérience sur l'action des atmosphères planétaires est évidente. La chaleur solaire possède le pouvoir de traverser une atmosphère, mais quand la chaleur est absorbée par la planète, sa qualité est tellement modifiée que les rayons émanant de la planète, c'est-à-dire l'infrarouge, ne peuvent pas retourner dans l'espace avec la même liberté. Ainsi, l'atmosphère admet l'entrée de chaleur solaire, mais en contrôle la sortie, et le résultat est une tendance à accumuler de la chaleur à la surface de la planète. Et aujourd'hui, on connaît très bien le bilan radiatif, je ne vais pas vous le décrire en détail. La chaleur solaire, l'énergie solaire, 340 watts par mètre carré, une partie est absorbée par la surface, une partie est évidemment réfléchie par les nuages et est absorbée par l'atmosphère, mais à droite, la chaleur thermique, la chaleur obscure, l'infrarouge est en grande partie absorbée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, le problème est clairement établi. Il est établi bien avant le XXe siècle. En fait, il s'agit de savoir combien il y a de CO2 dans l'atmosphère. Et par exemple, en France, Münz et Aubin sont parmi ceux qui font les premières mesures au pic du Midi, mesures de CO2. Et vous voyez ici une liste de mesures qui sont effectuées à partir de
1826, avec des valeurs d'ailleurs très variables. Quand on commence à observer et à mesurer de manière très quantitative un gaz, une concentration, avec une instrumentation naissante, on a évidemment des incertitudes, on en a parlé tout à l'heure, on a probablement des erreurs, mais il faut donner à la science le temps de progresser, d'affiner les technologies et les méthodes. Et finalement, on est arrivé à montrer, notamment par des mesures au Parc Montsouris à Paris et puis d'autres mesures, que les concentrations de CO2 étaient de l'ordre de 280 parties par million. Ça, ce sont des mesures au sol. Certains ont essayé de faire des mesures en ballon. Voilà ici 3 aéronautes qui, en 1875, sous l'impulsion de l'Académie des sciences de Paris, sont montés en ballon. Malheureusement, leur ballon s'est déchiré. 2 d'entre eux sont morts et le dernier a expliqué évidemment la difficulté de faire ces mesures. La science n'est pas sans risque pour un certain nombre d'expérimentateurs qui tentaient d'investiguer l'atmosphère à haute altitude. Mais c'est peut-être en 1896 qu'un article est très important, il fait parler de lui. Il est écrit par le chimiste suédois Arrhenius, qui est lui aussi très inquiet de la possibilité d'un refroidissement de la planète, et en particulier quand on vit en Suède, on peut le comprendre, le retour à une période glaciaire serait catastrophique. Il se pose la question de savoir s'il y a moyen de contrer, de faire quelque chose qui permettrait de maintenir la température à une valeur plus élevée que celle qui serait celle d'une période glaciaire. Et il pense qu'en brûlant le charbon dans les mines, on produirait suffisamment de CO2 que pour réchauffer l'atmosphère. Et il calcule, avec des moyens évidemment très limités à l'époque, mais aussi en tenant compte d'un certain nombre de rétroactions, notamment par la vapeur d'eau dans l'atmosphère, qu'un doublement de la quantité de CO2 devrait réchauffer la Terre d'environ 4 degrés. Cette valeur n'est finalement pas très différente, elle date de 1896, mais elle n'est pas très différente de celle que calculent aujourd'hui nos gros modèles du climat, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Ce travail, évidemment, est important, mais il est aussi directement contesté. Chamberlain pense d'abord que ce n'est pas tellement la combustion qui augmente la quantité de CO2 ou qui produit des quantités importantes de CO2, c'est plutôt les éruptions volcaniques. Et comme la Terre se refroidissant, l'évolution de la Terre est telle que le nombre d'éruptions et l'intensité des éruptions volcaniques devraient diminuer dans la longue histoire de la Terre finalement pour amener à une disparition inéluctable de la vie, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais alors, il y a un scientifique très connu, Angström, qui remesure en réalité l'absorption par le CO2 et constate qu'en réalité, l'absorption est tellement importante que 100% de la radiation est absorbée, que les bandes sont saturées et que donc une augmentation de CO2 ne peut pas absorber davantage de radiation et que donc le CO2 n'aura finalement qu'un effet relativement mineur. Et donc déjà à l'époque, on voit un nombre de débats, de controverses sur cette question du CO2. Et c'est intéressant de voir que Chamberlain, qui était un ardent défenseur de Arrhenius et de son travail, finalement considère qu'Arrhenius s'est trompé et l'écrit dans une lettre à un de ses collègues. Je regrette beaucoup d'avoir été parmi les premières victimes de l'erreur d'Arrhenius, qui n'en était pas une. La théorie d'Arrhenius sur le réchauffement, à l'époque, est donc vite oubliée. Elle est oubliée jusqu'en 1938, lorsqu'un Anglais, qui n'est pas un scientifique classique, mais qui est un ingénieur, qui s'intéresse à la fabrication de moteurs différents, s'intéresse aussi au climat et dans ses temps libres, il regarde un peu les statistiques de mesure de température, de concentration de CO2. Il publie dans un journal, sous cette forme,
un graphique qui montre l'évolution depuis 1890 jusqu'en 1935 à peu près de la température, et il conclut que manifestement la Terre se réchauffe en même temps que le CO2. Et maintenant, l'idée fait son progrès, bien qu'elle soit toujours contestée, notamment par les météorologistes. L'idée que le CO2 réchauffé par l'atmosphère refait donc sa surface. On parle de l'effet, non pas d'Arrhenius, mais l'effet Callendar à l'époque. Et le développement industriel est quand même finalement mis en cause à propos des émissions de CO2. Mais il faut reconnaître que les mesures sont peu fiables, elles sont peu nombreuses, les instruments sont encore dans leur balbutiement de développement. Il reste donc à observer systématiquement l'évolution de la concentration de CO2 et de le faire dans tous les coins du monde, et notamment à grande distance des sources même de combustion et des sources de ce gaz, pour voir si l'atmosphère dans son ensemble, dans sa globalité, est en train d'expérimenter, je dirais, une augmentation de CO2. Et en 1957, pendant l'année géophysique internationale, qui était un grand moment pour les sciences de la Terre, durant lesquelles la communauté scientifique s'est mobilisée, Keeling développe à Mauna Loa, sur un volcan au milieu de l'océan Pacifique à Hawaï, une instrumentation qui lui permet de mesurer le CO2. Et vous voyez ici les premières mesures qui commencent en 1957 jusqu'en 1960 et qui montrent une variation saisonnière de la quantité de CO2. Nous savons aujourd'hui qu'elle est fortement liée aux échanges de CO2 avec la végétation. Vous voyez au milieu la station de Mauna Loa, entre parenthèses, oui, et puis ensuite, voilà ici, à plus long terme, une évolution du CO2. Vous voyez la variation saisonnière, mais de manière plus importante, vous voyez également la tendance, et nous arrivons aujourd'hui à des concentrations qui ne sont plus de l'ordre de 300 ou 280, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou 300 parties par million, mais qui ont dépassé aujourd'hui les 400 parties par million. Voilà, encore aujourd'hui, ici, une courbe plus récente, nous arrivons aujourd'hui à peu près à 410 parties par million. C'est une augmentation énorme. Si vous transformez, je dirais, des gaz atmosphériques en CO2, vous avez évidemment du carbone, mais vous devez aussi emprunter de l'oxygène à l'atmosphère. Et donc, bien que l'oxygène soit en beaucoup plus grande quantité que le CO2, vous devez avoir une minuscule réduction de l'oxygène dans l'atmosphère. Peut-on la mesurer? Eh bien oui. Vous voyez ici en rouge ou en violet et bleu les mesures faites non pas par David Keeling, mais par son fils Ralph Keeling, qui montrent qu'à cette augmentation du CO2 correspond, mais c'est dans d'autres unités, donc ça paraît grand, mais en réalité c'est minuscule, une minuscule diminution de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère qui se retrouve dans la molécule de CO2. Il s'agit alors de comprendre ces observations. Pourquoi y a-t-il des variations saisonnières? Pourquoi l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère ne correspond pas exactement aux quantités émises par la combustion des matières fossiles, par exemple? Et ici, on fait intervenir évidemment l'ensemble du système Terre et d'abord l'océan. L'océan qui absorbe une fraction importante du CO2 émise dans l'atmosphère, et les travaux de Roger Revel et de Hans Suess ont été particulièrement importants pour mettre en évidence, je dirais, le rôle de l'océan vis-à-vis de l'atmosphère dans le dans le cycle en réalité du carbone. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous entendrez
probablement certains collègues vous en parlent, nous avons déjà entendu parler un petit peu d'océan tout à l'heure. Mais les échanges de carbone entre l'atmosphère, l'océan et la biosphère continentale sont fondamentaux. Ils sont aujourd'hui bien quantifiés. Les valeurs en bleu sur le graphique qui sont là sont les valeurs d'échange, les valeurs naturelles. Les valeurs en rouge sont les valeurs de perturbation produites et résultant de l'activité humaine, c'est-à-dire des émissions par la combustion des matières fossiles, en particulier la production de ciment et aussi, d'une certaine manière, les changements dans la gestion des écosystèmes. Donc tout cela doit être pris en compte et tout cela aujourd'hui est pris en compte dans les modèles du climat. En fait, on peut estimer, et ça a été fait par des travaux notamment au LLCE en France, on peut estimer l'évolution des échanges, des flux de CO2 entre les différents compartiments du système terrestre. Vous voyez en gris l'augmentation des émissions dues au fossil fuel industry, c'est-à-dire donc à l'activité humaine. Vous voyez que les changements de l'utilisation des sols est un élément qui est important mais qui n'a pas changé dramatiquement. Vous voyez alors, au point de vue des pertes par rapport à l'atmosphère, ce qui passe dans l'océan, qui a augmenté. L'océan capture de plus en plus de CO2. Et la question aujourd'hui est de savoir si cette captation du CO2 par l'océan va pouvoir se poursuivre dans un climat plus chaud. Vous voyez aussi combien passe dans les écosystèmes et finalement en bleu ce qui reste dans l'atmosphère, avec évidemment des variations d'année en année liées aux conditions de météorologie, de sécheresse, etc. Le CO2 est donc considéré comme un gaz à effet de serre, mais il y en a d'autres. Je vais aller très vite. D'une part, Alexandro Volta découvre que le méthane est présent dans l'atmosphère. Plus tard, on mesure le méthane à partir des observatoires et en particulier à la Jungfraujoch en Suisse. Vous voyez que les Européens ont joué un rôle très très important dans tout le développement des sciences. Vous voyez ici l'augmentation des concentrations de méthane à différentes stations. Cette augmentation n'est pas très bien comprise. En particulier, il est difficile de dire pourquoi il y a une augmentation assez rapide jusqu'en l'an 2000, et puis une stagnation jusqu'en l'an 2008, et puis nouveau une augmentation du méthane. Il y a un autre gaz qui est l'oxyde nitreux ou l'hémioxyde d'azote, N2O, qu'on appelle parfois le gaz hilarant. Vous voyez que ce gaz était très à la mode au début du siècle dans les salons où on faisait respirer aux gens du gaz hilarant, mais ce gaz est présent. Ou si vous allez chez votre dentiste, parfois on vous donne du gaz hilarant pour que vous sentiez bien quand on vous arrache une dent. Mais en réalité, le N2O a été mesuré dans l'atmosphère, très difficile à mesurer parce que la bande d'absorption du N2O est masquée par une bande d'eau, de vapeur d'eau, et il a fallu aller dans un endroit très sec de l'Arizona pour détecter la présence de N2O. Et vous voyez que le N2O augmente, ça augmente en particulier à cause de l'utilisation notamment d'engrais, c'est lié fortement à l'agriculture et à ce qui se passe dans les sols. Et donc, il est très important, quand on s'occupe du climat, que l'on comprenne très bien aussi la dynamique et la biogéochimie des sols. Il y a d'autres gaz aussi qui sont maintenant mesurés de manière permanente, et en particulier, vous voyez ici, outre le N2O et peut-être le méthane, je ne vois pas le méthane ici, mais vous voyez d'autres gaz qui sont des gaz chlorés, en particulier les fameux chlorofluorocarbures, CFC11, CFC12, qui détruisent l'ozone, qui sont aussi des gaz à effet de serre, mais dont la progression a été limitée par un traité international, en particulier le protocole de Montréal, grâce à quoi l'augmentation de ces gaz très néfastes pour la couche d'ozone a été arrêté, et c'est un bon exemple d'un succès de la communauté scientifique qui a permis finalement de nous protéger contre un danger qui était important, celui de la destruction de la couche d'ozone. Évidemment, pour comprendre tout cela, on se reporte souvent aux archives climatiques. Et là, je prends deux noms. Vous en connaissez un, vous l'avez entendu, c'est Jean Jouzel,
mais c'est aussi Claude Lorius en France qui, et on pourrait raconter leur histoire, mais essentiellement, ils ont été les champions dans le monde de l'analyse des petites bulles d'air emprisonnées dans la glace à très basse profondeur, petites bulles d'air qui, en fait, sont des marqueurs de la situation il y a de très nombreuses années dans le passé. On peut aussi, par des isotopes, avoir une idée de ce qu'était la température à ce moment et donc retracer finalement les effets des changements climatiques, des variations dans le grand naturel essentiellement. Vous voyez ici d'ailleurs une carotte de glace qui a été prise en Antarctique dans le projet EPICA et qui a permis à ces chercheurs de remonter à ce que l'on sait du climat depuis 800 000 années. C'est évidemment un succès indéniable. Voilà d'ailleurs les courbes. Vous voyez au milieu en rouge l'évolution de la température. Vous voyez au-dessus l'évolution du CO2 et vous voyez que l'un et l'autre bougent en concert de manière coordonnée. Vous voyez aussi un autre gaz qui est le méthane. Il y a donc certainement une relation qu'il faut bien comprendre entre l'augmentation du CO2, du méthane et la température. Et cette relation, on la retrouve depuis des centaines de milliers d'années. Évidemment, si nous voulons comprendre ce genre d'observation fondamentale pour notre connaissance, nous devons avoir les moyens d'étudier, d'interpréter et de modéliser essentiellement, de simuler ce qui s'est passé dans le passé et ce qui devrait se produire dans le futur. En particulier, si l'on prend l'évolution de la planète depuis la période pré-industrielle, nous commençons ici en 1880 jusque 2010 à peu près, vous voyez cette évolution de la température. Nous pouvons évidemment émettre l'hypothèse qu'il s'agit là d'une réponse aux émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, donc à l'activité humaine, mais nous devons le prouver, nous devons apporter davantage d'éléments qui nous permettent de faire de cette hypothèse une hypothèse crédible. Et pour cela, nous allons utiliser des modèles mathématiques. Alors, je voudrais d'abord nous poser la question, qu'est-ce qu'un modèle mathématique? Je vais prendre une image, c'est le peintre belge René Magritte, vous connaissez, et il a fait ce dessin que vous voyez, une pipe. Il a écrit en dessous, ceci n'est pas une pipe. Effectivement, il a raison, ce n'est pas une pipe. C'est une image d'une pipe, ce qui est évidemment très différent. C'est un modèle d'une pipe. Et donc, nous, lorsque nous développons des modèles mathématiques, ce n'est pas la Terre que nous reproduisons, c'est une image de la Terre que nous formulons. Et donc, comment définir un modèle mathématique? Eh bien, c'est une représentation d'une partie de l'univers dans lequel nous évoluons. C'est une structure formelle qui sert à représenter un ensemble de phénomènes entre lesquels certaines relations peuvent exister. En fait, nous faisons des copies virtuelles de la Terre qui peuvent être soumises évidemment à toutes sortes de forçages, toutes sortes de contraintes, sans que nous ne touchions à la Terre. C'est peut-être plus prudent que de faire de l'ingénierie planétaire, parce que nous le faisons dans l'ordinateur et pas sur le vrai spécimen. Les modèles physiques peuvent être considérés comme des représentations mathématiques qui appliquent en réalité les lois fondamentales dans le cadre de la Terre, et ces lois ont été établies sur base d'observations, sont les lois de la physique, les lois que tout le monde reconnaît comme représentant le mieux possible la réalité. Alors, les pionniers vraiment de ces modèles sont les météorologistes qui veulent prévoir le temps et donc ont constitué des modèles de l'atmosphère terrestre avec comme objectif de prévoir l'évolution du système, non pas sur un siècle, mais sur quelques jours, pour nous dire qu'il va pleuvoir, qu'il y aura de l'orage, qu'il fera très chaud,
etc. Et les pionniers sont ceux du Geophysical Fluid Dynamics de Princeton, qui était lié à l'Institute for Advanced Study, où Einstein a travaillé, von Neumann, d'autres, et ont vraiment réfléchi à essayer d'utiliser une espèce de mathématique informatique naissante pour l'appliquer aux lois de la mécanique des fluides dans un cadre qui était le cadre de l'atmosphère terrestre avec sa surface, avec sa haute atmosphère comme limite. C'était un travail tout à fait génial et le Geophysical Fluid Dynamics de Princeton est une véritable institution qui est un modèle pour tous nos services météorologiques dans le monde, qui a été fortement soutenu par, évidemment, les forces, par la NOAA aujourd'hui, c'est-à-dire le Weather Bureau à l'époque, par aussi les militaires qui avaient besoin de prévisions météorologiques aux États-Unis. Cette institution est aujourd'hui une des cibles de l'administration Trump et nous ne savons pas si elle va subsister. Alors, si l'on fait des prévisions à quelques jours pour la météorologie, pour le temps, est-on en mesure de faire des prévisions pour le climat? Le temps, c'est 2 semaines, c'est quelques jours. En fait, oui, il est possible aujourd'hui de projeter dans le futur, non pas les valeurs précises de ce qui se passera dans 35 ans, le 23 mars d'une année quelconque, mais plutôt de donner des indications sur la manière dont la moyenne des grandeurs de température, de précipitation et peut-être aussi la variabilité va se modifier au moment où la quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre va augmenter. On recouvre donc l'atmosphère d'une grille et on fera la même chose pour l'océan. Je vais dire un mot dans une seconde et on va essayer de rechercher la valeur des grandeurs météorologiques ou océaniques à chacun de ces points de grille en regardant comment elles vont évoluer dans les prochaines décennies. Celui qui s'est avéré comme le champion de la modélisation climatique est Sukiro Manabe, prix Nobel de physique 2021, en même temps d'ailleurs que Klaus Hasselmann, qui est prix Nobel de la même année dans mon institution à Hambourg, et ils ont développé les premiers modèles du climat. Manabe est au JFDL, il est donc dans cette institution qui est visée par l'administration Trump. Voilà sa prévision, en tout cas sa projection, calculant ici les différences de température pour un doublement, le fameux doublement de CO2 qu'Arrhenius avait introduit. Arrhenius avait trouvé 4 degrés au sol. Vous regardez ici les valeurs de Manabe, qui sont un peu inférieures, mais qui montrent aussi que à haute latitude, vers 80 degrés, il y a une variation de température, une augmentation de température qui est plus élevée. Il montre aussi qu'à haute altitude, l'atmosphère se refroidit. Donc, ça, ce sont les premiers modèles, ce sont des modèles simples. Ces modèles sont évidemment aujourd'hui rendus plus complexes. On ne tient pas compte que de l'atmosphère et d'une potentielle surface de la Terre, mais aussi on tient compte des détails, des mécanismes qui se passent à la surface. On tient compte de l'océan avec, d'une part, la dynamique océanique, comme la météorologie dans l'atmosphère, les cycles du carbone, qui n'interviennent pas que dans l'atmosphère, mais aussi dans l'océan. On tient compte de la surface continentale avec la dynamique de la végétation. On tient compte de l'atmosphère avec la chimie atmosphérique et les particules, les aérosols. Et ces modèles, en réalité, qui dans les années 70, l'époque de Manabe, étaient essentiellement des modèles atmosphériques auxquels se sont adjoints des modèles de surface de la Terre, sont rendus de plus en plus compliqués en couplant l'océan, ce qui n'était pas une opération facile parce que coupler un océan qui est dynamique avec une atmosphère qui est dynamique et faire en sorte
que le modèle reste stable n'est pas quelque chose de simple. Et vous voyez que les modèles aujourd'hui contiennent un nombre important de processus, les modèles sont de plus en plus réalistes, ont besoin évidemment d'ordinateurs extrêmement puissants. Vous voyez là à gauche un des premiers superordinateurs avec Sigmund Cray, qui est celui qui a mis au point cet ordinateur. À droite, vous voyez le Earth Simulator, qui était l'ordinateur le plus puissant utilisé et dédié aux problèmes de la Terre, qui est installé à Tsukuba au Japon et qui a été fait par la firme DEC. Alors, on utilise ces modèles pour regarder ce qui devrait se passer pour différents scénarios. Évidemment, nous ne savons pas ce que seront les émissions de CO2 demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Tout dépend de l'activité humaine, tout dépend de la manière dont les économies fonctionneront et dont les décisions de limiter les émissions seront prises. Vous voyez ici 4 scénarios qui vont de la période présente jusque 2100. Le scénario le plus élevé est le scénario, je dirais, qu'on appelle souvent business as usual, c'est-à-dire finalement la continuation de ce qui existe. Et puis vous avez des scénarios qui sont plus restrictifs sur les émissions. Le scénario vert étant celui qui doit nous permettre de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation moyenne de la température. Je signale au passage que les scientifiques américains, par ordre de la présidence des États-Unis, sont aujourd'hui ont l'interdiction d'utiliser le scénario bleu, qui est considéré par l'administration comme étant un mensonge. Mais c'est cependant celui qui, depuis 1990, est celui qui est le plus fidèle à l'observation d'augmentation du CO2. Bref, voilà alors l'augmentation du CO2 qui en résulte. Vous voyez qu'en 1980, on était un peu au-delà de 300 parties par million. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes au-dessus de 400. Et puis en 2100, dans le mauvais scénario, on dépasserait 1100. Dans le scénario le plus optimiste, on serait en dessous de 500, pratiquement aux valeurs de CO2 actuelles, mais c'est peut-être aussi un peu un rêve et il semblerait que la probabilité que ce scénario se réalise soit un peu utopique. Mais enfin, voilà pour ces 4 scénarios, l'augmentation moyenne de température qui est calculée. Et vous regardez à la fin de la période, d'abord en bas, vous avez le calcul qui a été fait lorsque l'on n'augmente pas le CO2 dans l'atmosphère. C'est donc, si vous voulez, l'atmosphère naturelle, celle qui se produirait s'il n'y avait pas les émissions dues à l'activité humaine. Et puis, vous avez les 4 couleurs par plusieurs modèles. Il s'agit là d'un ensemble de modèles qui ont été réalisés et chaque modèle donne des variations un peu différentes. Donc, on a une espèce de fourchette et vous voyez que pratiquement, si nous suivons le scénario violet, nous arrivons à 3 degrés d'augmentation. Par contre, si nous choisissons le scénario vert, peut-être improbable, nous ne dépasserons pas 2 degrés, mais nous dépasserons tout de même les 1,5 degrés. Et puis, il y a les scénarios intermédiaires. Ça, ce sont les valeurs moyennes sur la planète. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer en France. Alors, nous pouvons évidemment regarder un petit peu pour ces scénarios. Vous voyez, il y a différents scénarios. Celui en dessous à droite est le plus pessimiste et celui en haut à gauche est le plus optimiste. Vous voyez comment en 2040-2050, le changement de température se produit. Ça, c'est les résultats du modèle de mon institution en Allemagne. Et vous voyez que dans chaque cas, comme le disait Manabe, les régions polaires sont évidemment les plus touchées, mais les continents sont plus réchauffés, davantage réchauffés au départ que l'océan. Mais après un certain temps, évidemment, tout cela va s'uniformiser. Et vous voyez que si on prend le scénario le plus
pessimiste, on arrive à un réchauffement de 10 degrés dans les régions polaires. Si on prend le réchauffement le plus optimiste, on arrive à un réchauffement de l'ordre de 4 degrés dans les régions polaires, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Bon, ceci c'est en fait la même chose qui vous montre le scénario où on veut rester à 2 degrés et l'autre scénario plus pessimiste, ça remonte à peu près la même chose. Je vais avancer. Parlons des précipitations parce que ça c'est important. Et ça c'est les précipitations pour un des scénarios qui vous montre qu'en réalité, là où vous voyez des lignes bleues, c'est une intensification des scénarios. Là où vous voyez des couleurs plus jaunes ou rouges, c'est un assèchement, c'est donc moins de précipitations. Et vous voyez qu'en particulier, vous voyez la Méditerranée là, qui passe pour l'instant, vous voyez un assèchement. Je vais remontrer ça un peu plus en détail dans quelques minutes. Voilà d'ailleurs ici, pour un des scénarios, les endroits où les précipitations sont réduites. Et vous voyez qu'en particulier, la Méditerranée, le sud de l'Espagne seront en particulier touchés. Ça, c'est ce dont on s'attend vers 2080-2100, relativement à ce qui se passe à peu près en 1900. Bon, un mot, mais voilà justement, ici, les changements dans les précipitations à la fin du XXIe siècle en pourcent. Et donc, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas nouveau pour nous scientifiques de dire que l'assèchement, la réduction des précipitations dans la région d'Afrique du Nord, sud de l'Espagne, sud de la France, Italie, Grèce, Turquie, Chypre, Israël, etc., va être relativement importante. Les décideurs doivent entendre cela, s'en persuader, nous le répétons, mais il faut prendre les mesures parce que les impacts et les conséquences sont importantes. Réduction des taux de production agricole, fréquence plus élevée des feux de forêt, des feux, on en a déjà parlé, et puis des niveaux plus élevés de la pollution atmosphérique qui sont quelques-unes des conséquences. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, je crois qu'il me reste quelques minutes. Je vais dire un mot sur le débat politique. Bon, maintenant. Et comme je parle d'histoire, je vais commencer en 1977. C'est l'époque où Jimmy Carter est président des États-Unis et son conseiller pour la science, Office of Science and Technology Policy, envoie à Jimmy Carter un message pour lui dire que le problème du climat pourrait devenir important. Vous pouvez le lire, c'est très bien documenté. C'est évidemment sujet à beaucoup d'erreurs parce que nous sommes en 77 et la science n'est pas encore très loin dans ce domaine. Jimmy Carter demande à l'Académie des sciences des États-Unis d'examiner la question et un rapport est effectué, Carbon Dioxide and Climate, a Scientific Assessment. Et donc, sous la présidence de Julie Charney, un rapport de quelques pages, je crois qu'il y a une dizaine de pages, est présenté. Et ce rapport décrit très bien la situation, est en fait encore valable aujourd'hui, met en évidence évidemment un certain nombre d'incertitudes qui doivent être l'objectif de la recherche scientifique pour les années à venir. Et du coup, en réponse à ce rapport, un task force, pour utiliser les mots américains, est mis en route par Carter en disant, bon, hey, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est présidé par Thomas Schilling, qui est en fait un relativement sceptique sur le plan du climat. Et donc, il se limite à souligner les incertitudes existantes et dit oui, il faut continuer la recherche, mais il est trop tôt pour prendre des mesures. Carter n'est pas très content, il met au point un deuxième task force, cette fois sous la direction de William Nierenberg, qui est en fait le directeur d'une institution qui s'appelle Scripps. Lui aussi conclut qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments convaincants, donc le S, pour demander une réduction des émissions des matières fossiles. Donc la communauté scientifique, qui est truffée de gens qui sortent en fait de la recherche atomique,
qui s'est développé aux États-Unis et qui est très très peu enclin à prendre à bras le corps le problème climatique, qui est plutôt focalisé sur les problèmes de la guerre froide et sur la nécessité pour l'Amérique d'avoir la force atomique vis-à-vis des soviétiques, pense que c'est une diversion et qu'il ne faut mieux pas prendre de décisions concernant les matières fossiles. Une troisième réunion est organisée, cette fois en 80, dans un hôtel qui est très connu, qui s'appelle le Don César, en Floride, sur la côte Floride, c'est un bâtiment rose. Et là, tout va bien, les gens essayent de trouver un accord, les pétroliers sont présents, notamment Exxon, les scientifiques, les groupes environnementalistes, mais 4 jours plus tard, alors qu'ils arrivent à un accord, Ronald Reagan entre en fonction et il a fait une promesse électorale, c'est de mettre fin aux lois de protection de l'environnement et encore une fois, les affaires chutent. L'industrie pétrolière en a un peu assez de discuter. Elle se retire, elle établit des groupes qui sont propres à l'industrie, des think tanks, notamment le Marshall Institute ou le Global Climate Coalition, qui est en fait la source de ce qu'on appelle les deniers, qui est en fait l'école, la pépinière de ceux qui vont essayer de développer une stratégie cohérente et bien financée par l'industrie pour mettre en doute les résultats de la recherche et en particulier ce que le rapport Charney avait présenté. Il n'empêche que l'industrie elle-même connaît le problème. Voilà ici un document qui vient d'un document confidentiel de l'industrie. C'est un document de Exxon, je crois. L'industrie a fait ses propres calculs pour savoir comment le CO2 allait augmenter, comment la température allait changer. Et en réalité, ce sont les courbes noires. Et la réalité, ce sont les courbes rouges et bleues. En réalité, les prédictions faites en 1980 par l'industrie s'avèrent comme étant extrêmement précises. Et quand l'industrie venait nous expliquer qu'il y avait trop d'incertitudes, qu'on ne connaissait pas le problème, en réalité, ils le connaissent très bien, mais ils souhaitaient simplement, pour des raisons politiques, ne pas révéler ce qu'ils savaient. Ce qui a évidemment aux États-Unis fortement ébranlé le monde politique, c'est le discours qu'a fait devant le Parlement à plusieurs reprises Jim Henson, qui a testifié devant le Sénat américain et qui a dit le réchauffement climatique a atteint un niveau tel que nous pouvons l'attribuer à l'effet de serre avec un degré de confiance de 99%. Ça, c'est en 1900. Voilà l'article du New York Times, j'arrive plus à lire dessus, mais 1988, voilà. Alors, c'est à la suite de ça que, essentiellement, le GIEC est créé dans ce moment-là, avec deux présidents de très très haut niveau, très éthiques, du style Jean Jouzel. D'une part, Bolin à gauche, Bert Bolin, qui est un Suédois, c'est un météorologiste qui a travaillé sur le cycle du carbone, et ensuite Robert Watson, qui est un Anglais naturalisé américain, qui ont vraiment lancé le GIEC. Le GIEC qui a été l'objet évidemment d'un nombre incalculable de critiques, d'atteintes, notamment par les deniers. Mais il faut toujours le rappeler, le GIEC ne fait pas de science, le GIEC ne fait que synthétiser la connaissance sur base des publications qui sortent de la communauté scientifique. Et le GIEC n'est pas une organisation de scientifiques, c'est une organisation des gouvernements. D'ailleurs, le groupement intergouvernemental, ce sont les gouvernants qui désignent les membres du GIEC, ce sont les gouvernements qui décident de l'ordre du jour du GIEC, ce sont les gouvernements qui approuvent les conclusions du GIEC. Et on a souvent attaqué les scientifiques pour dire qu'ils en faisaient une arme politique. C'est absolument pas le cas. Ce sont des rapports présentés par les gouvernements qui se mettent d'accord. Mais ça a tout de même été important puisque en 92 déjà, les chefs d'État et de gouvernement assistent au sommet de Rio en juin 92 et finalement, à Paris en 2015, on arrive à un premier accord international qui est historique,
et qui demande au gouvernement du monde entier de prendre toutes les mesures pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Il a fallu un certain temps pour que cet accord soit ratifié. Il faut dire aussi que dans la première administration Trump, les États-Unis se sont retirés de l'accord, sont revenus pendant Biden et se sont de nouveau retirés aujourd'hui. En tout cas, sont sur le point de le faire. Voilà donc l'histoire qui se produit et on peut se poser la question aujourd'hui, c'est un peu un résumé, en partant de Fourier, en allant jusque la situation actuelle, et vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez Fourier, vous voyez Foote, Tyndall, Arrhenius, Calendar, Revel et Seuss, les grands moments, Killing, Manabé et Waterhalt, vous voyez le rapport Charney, vous voyez aussi Hansen, et vous voyez l'observation aujourd'hui par satellite qui nous permet de suivre et de monitorer en quelque sorte l'évolution du climat et l'évolution des gaz à effet de serre. Faut-il dire que l'affaire, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui est terminée? Non. Il y a encore de la science à effectuer sur le plan de la physique du climat. Et voilà, ici, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais voilà ici un certain nombre de problèmes qui doivent être encore complétés, discutés, remis en cause éventuellement, d'une part à droite pour ce qui concerne la science du climat, vous voyez la dynamique du système terrestre, la prédictabilité du climat, peut-on vraiment prévoir le climat? Quels sont les mécanismes de rétroaction qui se produisent? Continuer à mieux comprendre le cycle du carbone et d'autres espèces chimiques comme l'azote ou le phosphore et donc la biogéochimie, mieux comprendre les phénomènes extrêmes et les dangers qui guettent nos sociétés, se poser la question de voir s'il y a des points de bascule dans le système climatique, ce qu'on appelle en anglais des tipping points, des points qui permettraient tout à coup à quelque chose d'énorme de se produire sous l'effet d'un petit forçage, comme par exemple la disparition de l'Amazone ou l'arrêt de la circulation nord-atlantique. Le cycle de l'eau, les phénomènes hydrologiques extrêmes, très importants pour les aspects régionaux, tout le problème de la cryosphère, des régions polaires, le, le niveau des mers qui résulte de la fonte des glaces, notamment, les risques que nous encourons, les impacts, et puis le problème, j'en dirai un mot à la fin, de l'intervention des hommes pour essayer de réguler le climat, qui est un aspect très important. Ça, c'est pour la science. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui les services climatiques, qui doivent apparaître comme, je dirais, la liaison entre la science et la société, avec l'apport d'informations aux politiques. Vous voyez sur le côté gauche un certain nombre de thèmes, qu'il s'agisse d'abord des secteurs, l'agriculture, le secteur de l'eau, de la santé, les secteurs financiers qui doivent faire des investissements à long terme, le secteur de l'énergie, tout ce qui est l'analyse de la vulnérabilité, tout ce qui touche à la population, aux migrations, au développement urbain, à l'adaptation de la société et finalement comment changer les émissions. Évidemment, tout cela doit être dans un cadre éthique très important, dans un cadre aussi de gouvernance qui doit être bien comprise et qui ne peut pas faire l'objet d'idées comme ça saugrenues qui sortent par-ci par-là, mais qui doivent faire l'objet d'un accord multinational au niveau de la planète. Et enfin, tout ce qui concerne le développement des capacités, l'éducation et l'inclusion de toutes les populations. Le problème climatique n'est pas tout à fait le même dans le nord que dans le sud de notre planète et il faut en tenir compte. Alors, je vais passer sur le problème du point de basculement parce que je n'ai plus beaucoup de temps, mais je vais quand même dire un mot sur la manipulation du climat, ce qu'on appelle le geoengineering. Il y a en fait trois manières de régler le problème du climat. D'une part, c'est l'atténuation, réduire les émissions des gaz à effet de serre, se comporter convenablement au niveau des émissions, prendre des mesures, changer nos modes de vie, etc.
L'autre manière, c'est de ne pas faire grand-chose, mais de s'adapter. C'est parfois plus facile, c'est certainement plus cher. Et puis, je ne vais pas entrer dans le détail de cela parce que ça serait l'objet d'une autre présentation. Mais certains disent aujourd'hui, bah, on n'y arrivera pas. Les gens ne veulent pas atténuer leurs émissions. On s'adaptera, bon, soit, mais ça va coûter cher, ça va avoir des impacts sur les sociétés, sur la santé. Ne peut-on pas prendre des mesures pour essentiellement contrecarrer l'effet du climat par ce qu'on appelle le geoengineering? Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées, mais essentiellement, il y en a deux types de méthodes. L'une, c'est d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Alors, il y a pour cela plusieurs manières qui ont été proposées. Vous en voyez quelques-unes qui sont ici. Pomper, par exemple, le CO2 et l'enfuir dans des nappes très profondes, espérer que le CO2 n'en sorte pas. On peut planter des arbres. Il y a tout un tas de processus qui ont été proposés. C'est donc ce qu'on appelle en anglais carbon capture. Et puis, il y a la gestion, d'autre part, de la radiation solaire. Si on arrivait à mettre quelques miroirs dans le ciel qui réfléchissaient une partie de la radiation solaire, on refroidirait le sol. Et vous voyez d'ailleurs, il y a tout en haut à droite, là, ils ont pensé à des miroirs. Mais de manière plus réaliste, certains disent on pourrait faire en fait ce que fait un volcan. On sait que quand un volcan émet, vous pouvez parler de Tambora, la température se refroidit. Eh bien, injectons des particules volcaniques, c'est-à-dire du soufre, dans l'atmosphère. Et vous le voyez, là aussi, il y a un avion qui injecte du soufre. Naturellement, la question est de savoir si c'est possible scientifiquement, quelles seront les conséquences. Va-t-on exactement contrecarrer les effets du changement climatique ou ne va-t-on pas créer d'autres effets secondaires, imprévus, mal connus? Cette fois-ci, nous faisons un modèle mathématique sur le spécimen lui-même. Et quand je me trompe dans mon modèle, ben, ça ne fait rien, je recommence. Mais si je me trompe sur la Terre réelle, je pourrais avoir des conséquences catastrophiques. Et donc, il y a certainement une crainte, et beaucoup ont dit que les ingénieurs du climat dont on parle aujourd'hui ne sont rien d'autre que des apprentis sorciers. Il faut aussi ajouter que modifier le temps, modifier le climat a été très en vogue chez les militaires notamment, pour essayer d'améliorer une situation dans un pays tout en la rendant difficile dans un autre pays. Ça devient une arme d'un pays contre un autre. Et donc, tout ce problème de la geoengineering, de la modification du climat, est certainement un problème qui demande peut-être des études scientifiques pour comprendre ce qui pourrait se passer, mais de manière beaucoup plus importante, une discussion philosophique, éthique, qui implique la population pour savoir si c'est une chose qui est souhaitable, qui est acceptable sur le plan des principes. Et il y a beaucoup d'avis divergents aujourd'hui. C'est un grand débat, donc je ne vais pas entrer. Peut-être vous me poserez des questions tout à l'heure là-dessus, mais c'est un problème qui est devenu d'actualité au moment où on voit très bien que le CO2 continue d'augmenter, que les choses ne se passent pas comme beaucoup l'auraient souhaité. Mais c'est aussi une approche qui est très dangereuse et qui permet à ceux qui continuent de polluer de dire mais c'est pas grave, on trouvera toujours bien une solution technique pour contrecarrer les dommages que nous créons à la planète. Alors, je voudrais vous remercier par simplement un transparent ici qui vous montre en fait ce qui est un peu l'évolution de notre planète. Nous sommes là-haut,
dans une espèce d'équilibre, et un équilibre qui est en train d'être remis en cause par l'activité humaine. Il y a bien eu évidemment des périodes de glaciation, donc on a vu un autre équilibre de la Terre, nous ne voulons pas y retourner, mais nous pourrions aussi aller dans un endroit où soit nous tombons dans ce qu'on appelle la hot house Earth, c'est-à-dire où nous dépassons des limites tolérables et je dirais nous avons des points de bascule qui font en sorte que nous tombons dans un nouvel équilibre d'une Terre chaude, difficilement habitable, ou bien nous avons la sagesse de trouver que nous devons ramener notre Terre dans ce qui est écrit là-bas, Stabilized Earth, une situation stable qui nous permet de vivre dans des conditions décentes. Voilà, je vous remercie et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre que je viens de publier qui s'appelle L'air et ses secrets, une histoire des sciences de l'atmosphère. C'est un livre de 500 pages qui est publié par EDP Sciences à Paris et qui est en fait un livre sur l'histoire non seulement du climat, mais aussi de la météorologie, de la pollution, etc. Je vous remercie.